Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Chris Singleton. Ça Hello va, Chris? everybody, oui, très bien. La nuit a été un peu courte. Voilà, on n'a pas trop dormi, bon. Bon, alors c'est quoi cette victoire de Seattle face aux New England Patriots j'avoue pour le que Super Bowl? moi, vis-à-vis des franchises, j'avais un petit faible pour les Patriots, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on attend qu'ils retournent au Super Bowl. Ouais. Depuis que Tom Brady n'est plus là, c'est plus du tout le même cas. Mais bon, on a tout de suite vu hier que ça allait être un match défensif. Ah oui. Qui n'est pas forcément... le spectacle, il a fallu attendre voilà, un peu sur la fin un peu. Ou à la mi-temps. Ouais, donc non, mais je pense que Seattle, ils ont largement mérité leur victoire parce qu'ils avaient vraiment l'équipe qui ont imposé leur jeu. Ouais. Voilà, les deux côtés du ballon. Bon, voilà, pour les fans de NFL, petit résumé de Chris. Tant qu'il n'y a pas les Rams, moi, bon. Et j'avais une petite question quand même, Dites-moi. parce que on sait que la NFL, c'est le sport phare aux États-Unis. Est-ce qu'un jour, ça pourrait changer? Et je pense évidemment à notre NBA. Tu vois un changement? Toi qui connais bien la culture US, le Super Bowl, la NFL, ça restera toujours le sport numéro 1 pour les Américains? Oui, je crois, parce qu'il y a tout un ensemble de choses. Bon, on a vu à la mi-temps, il y a toujours une star qui vient. Voilà, tout ça, c'est un rituel. Je pense que c'est plutôt ça, les Américains. Que ce soit les NBA, bon, c'est vrai que les finales sont regardées beaucoup mondialement. Oui, par contre, mondialement. Le March Madness, voilà, c'est quelque chose, le Final Four, c'est regardé, mais incroyablement partout au monde. Donc, le baseball, le World Series. Donc, je crois, pas forcément un sport qui est plus important qu'un autre, mais les Américains, ils aiment bien vivre chaque moment. Oui, il y a une finale pour voilà, une finale pour tout. Voilà. Et puis, évidemment, je pense que la NBA... paye un petit peu le fait que ces finales se fassent en plusieurs matchs, évidemment, que s'il y en avait qu'un, peut-être que ça rivaliserait avec oui, le tout n'est Super pas Bowl. rassemblé sur un même moment. Dans l'NBA, c'est vrai que c'est prolongé. 7 matchs, si ça va jusqu'aux 7 matchs. Oui, pas plus tard que l'année dernière. Voilà, pas plus tard que l'année dernière. Voilà, il faut garder l'intérêt, il faut trouver où le mettre. Mais bon, c'est vrai que c'est de plus en plus populaire. Oui, et tu as raison, en tout cas, tout le monde en a pour ce qu'il en veut. Surtout qu'il y a des nouvelles équipes. Bon, le fait que OKC soit champion, le fait qu'Indiana soit en finale, ça change un peu des années précédentes. Bon, très bien. Une équipe qui pourrait peut-être retrouver les finales, c'est Cleveland. On va revenir évidemment, nous en NBA, l'actu ça reste encore la trade deadline, on va essayer d'étirer, d'éponger encore tout ce qu'on peut dire parce qu'il s'est passé des choses, même si on en attendait peut-être encore plus. Je voulais revenir du coup sur ce trade finalement, peut-être le plus beau coup de cette trade deadline, l'arrivée de James Harden à Cleveland contre Darius Garland, du coup parti à Los Angeles. Est-ce que déjà pour toi justement c'est le plus beau coup de cette trade deadline? Oui, parce que je pense que Cleveland, c'est l'équipe qu'on avait mis le plus d'ambition, c'est-à-dire, déjà l'année dernière, c'était une déception parce que vu le début de saison qu'ils avaient fait, la saison régulière qu'ils avaient fait, on attendait vraiment une équipe hyper puissante en play-off. C'était pas le cas, donc à cause des blessures, à cause de cela. Donc on est rentré dans cette année avec Cleveland, on disait, c'est l'année qu'il faut, il faut vraiment gagner quelque chose, sinon le projet, il risque de s'effacer. Donc on a vu les Cavaliers plutôt en difficulté, un début de saison qui était catastrophique vis-à-vis de leurs ambitions. Donc on sentait un petit vent de panique. Et ce fameux trade, qui avec James Harden, c'est vrai que ça leur met tout de suite dans une autre catégorie. C'est tout de suite ou jamais, quoi. C'est tout de suite ou jamais. C'est all-in. Et James Harden, il arrive avec ses bagages, ses valises, des prestations en play-off.
il était en train de faire probablement sa meilleure saison sportive, basketball parlant, avec les Clips. Il venait d'avoir une série de victoires incroyables. Donc c'est pour ça que ça surpris un peu. On a dit, mais pourquoi il part? Il est dans sa ville natale, il est dans une équipe que, tout d'un coup qui commence à gagner. Mais comme tu dis, il rejoint quand même un super projet de base qui tâtonnait depuis quelques saisons. Je vais te dire honnêtement, la base, c'est financière. Alors, il y a une histoire financière. Il n'y a pas une histoire, il y a un tome. Tu parles pour qui Pour James Harden. Pour James Harden. Mais bien sûr. Je pense que quand même, il a vraiment annoncé que là, il voulait sa bague. Tu veux habiter à Los Angeles ou Cleveland, toi? Sachant que tu es de Los Angeles, c'est ta ville natale. Que tu es dans le soleil, parce que c'est ça que tu aimes. Oui, mais je pense que il a une maison à Phoenix. Là, il s'en fiche de tout ça, et là, il veut sa bague. Non, il s'en fiche pas. Tu penses? Même si c'est pour 1 ou 2 ans. Non, mais c'est pour 1 ou 2 ans. Mais, là, pour moi, il a. Je crois que non, mais je mets ça numéro 1. C'est financière. Il n'aura pas bougé si les Clippers leur ont donné ce qu'ils voulaient. Voilà. Évidemment, on rappelle donc qu'il va re-signer, il doit re-signer un nouveau contrat cet été. Donc effectivement, il n'allait pas aller à Sacramento, à Nouvelle-Orléans. Donc il a choisi l'équipe, il a écouté l'équipe qui peut lui donner au moins une chance de gagner un titre. De l'argent et une chance de gagner. T'as tout compris. Ok. Non, mais c'est intéressant. Moi, je pense qu'il veut quand même gagner. Et justement, on entend, et je voulais t'entendre parler là-dessus, de ce formidable duo de backcourt. C'est ça dont on va parler aujourd'hui entre Donovan Mitchell et James Harden. Peut-être le meilleur, je te reposerai la question tout à l'heure. Mais déjà, quand je te dis qu'il veut gagner, c'est quand même... Bon, alors, c'est un discours logique finalement, mais les deux ont vraiment dit, voilà, nous, on veut gagner, on va réussir à jouer ensemble parce qu'on veut gagner. Au-delà de peut-être leurs jeux qui sont un petit peu pareils, avec beaucoup de ballons touchés, est-ce que ça, c'est un discours, selon toi, qui peut vraiment matcher? Oui, parce que je pense que Donovan Mitchell est un peu dans le même cas que James Harden. Oui. Ça fait longtemps que ces deux joueurs cherchent une bague. Ils sont reconnus comme des super forts, des très bons joueurs, des attaquants, des All-Stars, mais il y a toujours cette dernière étape, cette dernière marche qui valide la carrière d'un joueur. Est-ce que tu veux être reconnu comme un Karl Malone ou un Charles Barkley, qui regardent leur main et puis il n'y a rien. Qui aurait mérité, mais qui n'ont pas. Qui l'aurait mérité. Est-ce que James Harden, justement, c'est pas un peu ce genre de joueur qui n'a jamais bien gagné? sûr, non, mais oui, parce qu'il a eu tellement d'occasions où on a créé des équipes autour de lui. Que ce soit aux Rockets, il était vraiment en position, quand il était là-bas, vraiment la meilleure position possible pour gagner un titre. Avec OKC, il était 6e homme, mais ça ne lui plaisait pas. Donc, c'était un peu l'émergence de sa carrière soloiste, on va dire. Donc, oui, c'est vrai. Mais là, justement, il revient dans un... On appelait ça même quasiment un Big Four à l'époque. Là, ça va être encore le cas, même si Garland est parti, il le remplace. Il a dit, en parlant de Donovan Mitchell, c'est le leader de cette équipe, je suis là pour le soutenir et faire le nécessaire pour l'aider. Est-ce que ça, tu y crois ? Sachant que c'est justement un joueur qui disait avant, le système, c'est moi. Quand il était encore à Houston. Il a évolué, mais... Non, on ne change pas radicalement sa façon de penser. On change radicalement sa façon de parler. Donc, effectivement, il arrive, c'est la lune de miel. Il va pas forcément... Il sait que Donovan Mitchell est là avant lui, que Donovan Mitchell est le face du franchise. Donc, il ne va pas venir là en disant, moi... En plus, quand tu regardes autour de cette équipe, tu as quand même Mobley, Jared Allen, James Harden qui arrive, tu as quand même du matos. Donc, justement, tu ne peux pas monopoliser le jeu, ni Mitchell, ni James Harden, et espérer que cette équipe va tout donner pour gagner cette bague. Donc, et ça va commencer. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que on sait que James Harden a quelques faiblesses défensivement,
Mais derrière, vous avez deux très très bons défenseurs du cercle. Donc voilà, ça lui soulage le travail un peu. Justement, j'allais te demander, est-ce que c'est pas justement le mieux, finalement, c'est pour Jarrett Allen et Evan Mobley. On sait que c'est des joueurs aériens dont James Harden aime bien faire des passes, non mais lui, du pick and roll. Ça peut vraiment les faire, c'est un deuxième faire joueur. monter un step au moins offensivement. Oui, que ce soit pour les deux intérieurs, que ce soit pour Donovan Mitchell, qui est souvent doublé. Dans les fan matchs, dans les moments critiques, clés, il est souvent doublé. Est-ce que tu peux le faire quand il y a James Harden sur le terrain? Il va vous décortiquer. Il va percuter, il va faire ses lobes à Jarrett Allen et Mobley. Donc c'est vrai qu'il va falloir prendre des risques défensivement quand tu es en face, en disant on choisit de couper quoi. Sachant que ça tire, hein, évidemment. Oui. Et justement, tiens, si là... t'es coach, t'es Kenny Atkinson, le coach des Cavs. On est en play-off. Il y a des matchs importants. On est dans les dernières minutes. À qui va le ballon? La réponse est très simple et ils vont tous le dire. Hein. Ils vont dire ça dépend de la situation. C'est vrai. Voilà. Celui qui a été chaud durant la rencontre. Il y aura forcément ce côté que j'ai remarqué avec Donovan Mitchell, plus qu'avec James Harden récent. Donovan Mitchell souvent monopolise les moments forts. C'est-à-dire il veut être le décideur, il veut avoir le bal dans ses mains, prendre le shoot clutch. James Harden est capable de fixer pour les autres, il a moins envie de prendre ce shoot-là, il a envie de faire en sorte de le créer, le shoot. Donc, je crois que ça ne sera pas un problème. On va dire plus James Harden qui tient le créateur, ballon. Qui sera le créateur, qui va essayer de casser la première ligne. Et Donovan Mitchell qui sera en finisseur. Et les deux grands à l'intérieur, en ramasseur. On va voir ça. Intéressant aussi de voir que ça a laissé un peu de place de salaire pour Mitchell qui sera aussi en fin de contrat. Donc il pourrait avoir son contrat max de 4 ans là, avec 275 millions de dollars. Oui, je pense. Mais il y aura James Harden comme tu dis. Il y aura James Harden, il va falloir voir ce que ça donne. Est-ce que c'est la solution? Parce qu'on a longtemps dit le projet était autour de Garland. Parce qu'on parle des meilleurs backcourts, mais Garland et Mitchell... C'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. C'était déjà pas loin Bien sûr. De l'élite. Et on n'oubliera pas non plus, quand même, parce que ça a un peu effacé ça, mais que Dennis Schroeder et Keon Ellis ont donc aussi rejoint les Cavs, avec un départ par contre de DeAndre Hunter. Moi, je trouvais que c'était quand même un bel ajout là depuis qu'il était arrivé. C'est pareil. Mais bon, c'est pas mal. Non mais tu vois à quelle vitesse ça peut changer en NBA. Quand il est arrivé dans les Cavs, ils ont dit que c'était la dernière pièce, qui faisait en sorte qu'on soit contender, qu'on pouvait gagner le titre. Un an après, c'est te mettre sur le bus, allez, see you, ta valise, surtout merci, ce genre au revoir. De joueurs qui sont des pièces et Garland aussi. Bon, on voit que le projet, qui était, le projet avec Garland, avec Mitchell, avec Jarrett Allen, avec Mobley, on a vite tourné la page parce qu'on n'y croyait plus. Donc, on va, comme on l'a dit, pour le all-in, amener un joueur capable de mettre du feu. Bon, alors, on disait, est-ce que c'est le meilleur backcourt? Est-ce que toi, t'en vois un autre en NBA actuellement? Ça pas dépend. Si facile, mais... non, mais ça dépend. On va prétendre que tout le monde est en bonne santé. Oui, bien sûr. Je pense que le backcourt à OKC, c'est quand même costaud. Ouais. Avec tu mets Jalen Williams en deux, du coup. Oui, en Jalen Williams en deux, en attaquant, comme Donovan Mitchell. Hein. C'est pas forcément un deux pur. Jalen Williams, c'est un peu plus grand, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, donc... Tes Lakers avec un Doncic... Oui, j'avais pensé à ça, mais bon, c'est Doncic, Reeves, ça dépend. C'est pas encore établi, mais ça a une capacité d'être explosif. Ouais. Et puis on a, alors c'est un peu jeune encore, mais De'Aaron Fox et Stephen Castle aux Spurs qui peuvent aussi, alors à l'inverse de Mitchell et Harden, c'est plus l'avenir là dont on... Oui, et puis c'est pas le même jeu. Là, avec Mitchell et Harden, tu as vraiment
deux des meilleurs attaquants en NBA. Et les mettre ensemble, ça fait que on va voir comment l'alchimie va se faire. Déjà, aux Clippers, James Harden et Kawhi Leonard, c'était pas mal. Ouais, alors pareil, est-ce que c'est vraiment un backcourt Si, c'est un backcourt, oui. Je cherche vraiment des 1-2, des 3. On n'oublie pas les Pacers. C'est pas comme ça. On n'oublie pas les Pacers avec Haliburton et Nembhard. Moi, j'aime bien. Et puis, peut-être qu'un jour, et ça nous fait passer au sujet suivant, Irving et Cooper Flagg ensemble. Ouais. Et donc, ça nous amène à cette question que je voulais te poser. Enfin, c'est d'ailleurs pas une question, parce que là, c'est clair et net. Ça y est, Cooper Flagg, avec tous les trades, et notamment Anthony Davis envoyé à Washington, Cooper Flagg est le nouveau patron de Dallas. En tout cas, les Mavericks ont décidé de donner tout à leur premier choix de draft, qui est encore rookie. Oui, c'est un chemin qui n'a pas été très, très, très clair dès le départ. Évidemment, il y a eu... ça a changé 3 fois de visage en un an, comme tu disais. Oui, non, mais déjà, Cooper Flagg, on voyait ce joueur qui avait tellement de talent. On voulait mettre dans une position qu'on a pensé il allait dominer à cette poste-là, meneur. Erreur. C'est pas son poste naturel. Il est créateur, certes, il peut l'être, mais il est surtout scoreur, finisseur. On l'a vu récemment, la manière qu'il attaque le cercle. Et lui, capacité de changer son jeu. En fonction de... Voilà, en université, il jouait d'une certaine façon. Ça ne fonctionnait pas en NBA, donc il a changé radicalement. Comme Knuppel, c'est exactement pareil. Les deux, ils ont un QI basket extrêmement élevé. Est-ce qu'ils ont eu raison? Bien sûr, ils ont eu raison. Mais il fallait passer par, remettre Cooper Flagg dans sa position. Donc c'est quoi son poste vraiment à Cooper Flagg? C'est un 3. C'est un 3. Il peut jouer 4. Là, en ce moment, il joue quand même encore assez meneur à Dallas. Mais parce qu'il n'y a pas trop le choix. C'est des faux meneurs. C'est comme Kevin Durant. C'est des joueurs qui remontent le ballon. C'est des joueurs qui remontent le ballon, les Jalen Williams, voilà, tout ça. Ils ont cette capacité, mais aussi il faut mettre un meneur avec lui pour qu'on retire tout le maximum de son talent de score. Et donc ce meneur, ça peut être Kyrie Irving. Toi, tu y crois à ce retour et à cette association, si jamais? Moi, je veux le voir pour le croire, parce que je trouve que c'est très long. Je trouve qu'on ne voit pas d'image, comme un Tatum que tu voit, on parlera tout à l'heure, mais on le voit avec des images. Donc ça rassure. Mais Kyrie Irving, on ne le voit pas, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas où il est. Puis avec son passif, on imagine bien que c'est donc pas simple. Voilà, le projet Anthony Davis est parti, donc on a coupé ce projet-là. Toi, t'es pas comme Dirk Nowitzki, du coup, la légende, qui a récemment dit, quand il dit jouer avec Cooper, il se complétait vraiment très bien. Je pense que c'était une excellente association, mais on ne le saura jamais. Dirk a montré un petit peu son mécontentement de voir ce transfert assez rapide. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais le joueur, le produit pur, Anthony Davis, on sait que c'est un des meilleurs big men de NBA quand il est en bonne santé. Évidemment, mais on cesse de le répéter. Il était en bonne santé un carton avec les Toi, tu es d'accord avec Michael Finlay, là, le nouveau GM par intérim, qui s'est dit, bon, bah allez, on n'essaye pas de tâtonner, on y va, on lâche Anthony Davis, tant pis, et puis on reconstruit. Oui, il change de projet, voilà, tout simplement. Toi, tu aurais fait pareil? Oui, je pense que je croyais pas. J'ai assez vu Anthony Davis, que ce soit avec les Lakers, voilà, et ça va pas s'arranger plus qu'il va avancer dans la vie, bien sûr, avec son âge. C'est un joueur qui est sujet aux blessures, que ne peut pas accrocher ton chapeau sur lui. Moi, je suis assez d'accord avec toi, mais par contre, je trouve que les contreparties qu'ils ont demandées sont quand même assez légères. On peut le rappeler, du coup, ils ont laissé partir Jaden Hardy, D'Angelo Russell et Dante Exum, et ont reçu Chris Middleton, Marvin Bagley III, A.J. Johnson et Malaki Branham et des tours de draft. Ouais. Pour Anthony Davis, quand même.
Oui, mais l'Anthony Davis, voilà, qui est blessé. Voilà, donc ils l'ont bradé parce que s'il ne bougeait pas là, ils auraient du mal à le faire après, en sachant qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Bien sûr. Donc voilà, oui, les Wizards, c'était un peu la franchise voilà, qui était capable de lâcher un petit peu, pas trop, pas beaucoup, Oui. on va dire, mais c'est pas le centre de ça. Je pense que les Mavericks voulaient juste dégager, c'est méchant comme terme, mais dégager Anthony Davis pour pouvoir faire comprendre à leur public. Il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi. Exactement, t'as parce raison. que tant qu'on voyait Anthony Davis, on pensait à Luka Doncic. Donc ils préfèrent pas. Là, c'est Cooper total. Voilà. Et on sait que voilà, Dallas a construit son histoire autour de figures comme ça. Il y a eu Dirk justement, il y a eu Luka. Ouais. Cooper Flag rentre dans cette story et maintenant il n'a que 19 ans. Il faut quand même le rappeler. Donc ça va prendre du temps. Tu penses qu'on va revoir Dallas dans combien de temps dans les hauteurs de la NBA? Ouais, ça va dépendre un petit peu de comment. Faut pas lui mettre la pression. Non, il faut prendre le temps. Il faut laisser développer son jeu. Là, on voit, comme j'ai dit, il a tout compris. Alors, il sortait sur 4 matchs à voilà. plus de 30 Donc points. là c'est un scoreur d'élite en NBA. On a tout compris. Forcément, avec le temps, il va avoir peut-être le rookie wall. Mais il ne faut pas trop lui mettre de pression. Il faut laisser faire. Il faut laisser grandir. Physiquement déjà parce qu'il n'est pas complet physiquement. Non, oui, il peut encore il peut encore se renforcer. Ouais. Donc mentalement, il n'y a aucun doute, c'est un gagneur, c'est un compétiteur. Défensivement, il y a des ajustements à faire parce que les exigences de basket universitaire ne sont pas tous les mêmes que l'NBA, les couvrages ne sont pas les mêmes, les exigences de coach n'est pas le même, donc il est en train de s'ajuster vis-à-vis de ça, mais le temps ça y est, il est sur la route, pour qu'il soit une légende. Tu parlais de rookie, là si tu devais faire un choix, on aura le temps d'en reparler de cette course au rookie, mais là ça va être un beau duel entre Knuppel et Knuppel avait pris de l'avance, Cooper Flag quand il était un petit peu au ralenti, on va dire, mais ça s'accélère, il fait vraiment des prestations dominantes. Cooper Flag, je dis kiff. Hein. Ouais. La semaine prochaine. A encore un peu d'avance, je pense. Mais si Cooper Flag continue. Bon, mais si Cooper Flag continue avec des performances comme ça, je pense il reste sur cette défaite quand même, Dallas. Au-delà des belles performances. Là, il ne faut pas regarder ça. Mais bon, les Hornets, ça va mieux quand même. Mais oui, ça verra. Oui. Passons à notre dernier sujet. On parle de Boston qui, finalement, moi je trouve, est en train de se construire quelque chose de très solide, alors qu'on le rappelle une nouvelle fois, ça semblait justement un peu une reconstruction en attendant au moins le retour de Jason Tatum qui s'était blessé en play-off avec une rupture du tendon d'Achille. Il y avait Al Horford, il y avait Jrue Holiday, il y avait Kristaps Porzingis, tous les champions de 2024 qui étaient partis. On s'est dit voilà, va falloir attendre un petit peu avant que Boston revienne sur le devant de la scène et prouver le contraire que Boston fait un très bon début de saison. Je crois qu'ils sont repassés 3e, mais bon, ça reste le top 3 de la conférence Est, avec un Jalen Brown au top, une arrivée de Nikola Vucevic, et ça c'est très important, c'est ce qu'il fallait absolument, sachant qu'il manquait sûrement un intérieur à Boston. Et puis là, c'est la dernière nouvelle que tous les médias américains sont en train de relayer. Jason Tatum serait peut-être, alors il n'y a toujours pas de date évidemment, mais en tout cas il a repris l'entraînement en 5 contre 5 apparemment. Donc tout laisse à penser qu'il pourrait revenir d'ici la fin de saison. Est-ce que toi, pareil, le soleil est au beau fixe du côté du Massachusetts? Oui, évidemment. On va prendre les choses dans l'ordre. Effectivement, quand la franchise s'est fait acheter, on avait dit, il faut souffler pendant 2-3 ans. On va revenir, il faut faire des économies, il faut lâcher des joueurs parce que c'est trop cher, machin. Sachant que Jason Tatum était blessé. Donc, c'était le bon moment. Forcément, sportivement, il faut avoir un autre discours, il faut patienter, mais par contre, personne n'a vu ça. On avait tous dit,
s'ils arrivaient au play-in, c'est ça. Ça sera, le moins de mal. Voilà, ça sera une partie de reconstruction. Mais bon, c'est vrai que les Celtics, quelque part, ils ont un estampillon. C'est du basket qui gagne. Et ça n'a pas changé, ça. Oui. Donc, tu peux faire c'est pas possible, une reconstruction. Non, tu peux faire une plug and play, et puis tu mets des joueurs, tu leur donnes ce rôle-là. Ils ont des shooters à 3 points, ils ont Derek White, qui gère bien la chose. Oui. Peyton Pritchard aussi. Peyton Pritchard, qui a rempli points de moyenne. Qui remplit bien son rôle. Et Jaylen Brown, évidemment, qui a pris la part de responsabilité de Tatum, il l'a mis dans son sac, il mène son équipe, et puis tout d'un coup, on les trouve, jusqu'à hier, deuxième, je crois qu'hier, avec la défaite, il passe troisième, mais c'est toujours très très bien. Ouais. Et voilà, Vucevic qui arrive. Donc moi, c'est le joueur parfait. Pour ce qu'ils ont, que ce qu'ils possèdent. Donc, ils sont un peu explosés à 3 points hier. Oui. Mais le joueur en poste bas, qui peut fixer la défense, qui est très bon passeur, si éventuellement on le double, tu fais le fer à cheval autour de lui, et des soirs, ça va être de dynamite. Ça revient un peu à du Al Horford, en fait, avec cette présence. Oui, mais c'est Vucevic, c'est vraiment un poste 5. Oui, il y a de la taille. Il a tout le détail des fondamentaux, des drop steps en bas, de petits jump hooks. Il a tous les moves de pivot. Ouais. Et de temps en temps, il peut s'écarter, il peut écarter la défense. Donc, non, c'est sûr qu'il a un attirail technique beaucoup plus fort qu'Al Horford. Oui, donc là, ils sont renforcés, mais incroyable. Alors, s'il y a Jason Tatum qui se ramène là-dedans... Moi, je vais vous dire, je trouve que ça sera une erreur. D'accord. Vaut mieux garder cette belle alchimie. On montre des images. Peut-être que lui, dans sa tête, il y a 10% de chance qu'il revient. Oui, moi je pense. Aujourd'hui, il ne peut pas avoir 100% avant qu'il commence à courir, avant qu'il fasse des scrimmages, avant qu'il y ait du contact, avant qu'il saute, avant qu'il ait un défenseur sur le dos qu'il va être habitué à avoir. Je pense qu'on est beaucoup trop... Ça pourrait un peu parasiter. Même ça fait rêver les gens, parce qu'ils voient Boston en haut. Si on avait Tatum en plus... on pourrait jouer le titre. Mais est-ce que tu veux vraiment pas faire comme Kevin Durant, qui s'est blessé parce qu'il voulait absolument jouer en finale? Je pense que Tatum, il voit sa carrière devant lui. Il a quel âge? Il a que 26 ou 27 ans. Voilà, il a sa carrière devant lui. Il ne va pas risquer aujourd'hui. Parce que même si les Celtics, ils vont en play-off, ça peut être courte. Ouais, et puis on peut imaginer déjà un beau parcours, alors peut-être pas un titre, mais un très beau parcours des Celtics sans lui. Oui, parce qu'ils seront pas favoris. Les play-offs, c'est un autre animal. Ils ont un petit peu d'expérience. Donc, tout ça, c'est à mettre dans le cas positif. Mais bon, je pense que s'ils continuent leur construction, s'ils gardent les assets qu'ils ont là, et Jason Tatum revient l'année prochaine, ils peuvent reparler d'aller chasser le titre. L'année prochaine, là, ça fera sacrément peur quand même. Si Tatum revient à son meilleur niveau. On va voir, lui dit qu'il ne sait pas justement s'il doit revenir. Il sait, mais il ne veut pas le dire. Donc. Mais je me pose la question tous les jours. Vous avez bien raison de poser, parce que tout Boston le pose. Moi, je t'ai posé plein de questions, tu as donné les bonnes réponses. Bon. Merci Chris pour ce nouvel épisode. Merci à vous de nous suivre et puis on se retrouve dès vendredi pour un nouvel épisode. Salut à tous. Bye bye.